Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la psychologie mentale du président de la République, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera pas le faire. Et pour cela, nous avons avec nous Michel Fize, auteur, politologue, ancien chercheur du CNRS, auteur Un président anormal. Avec le grand A normal. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer à Géopolitique Profonde, au club Géopolitique Profonde. Voilà, le numéro 19. Et là, c'est celui du mois de décembre. Jean-Michel Vernochet, Marion Sigaud écrit, la nouvelle Marion Sigaud écrit chez nous. Et tellement d'autres. Allez-y, cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Bonjour, cher Michel Fize. Bonsoir. Dites-moi, lorsqu'on écrit un livre, Président anormal, quand même là, on touche, on va dire, certaines choses. Alors, vous avez vu que le grand A est détaché du mot normal, parce qu'en réalité, entre le A et normal, il y a un tiret. Voilà. Parce que, bon, moi, je suis sociologue, et je répète, je ne suis ni psychologue, ni psychanalyste, ni psychiatre. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment un homme pouvait s'affranchir des normes sociales, politiques, voire psychologiques courantes. Voilà, c'était le propos. Et à partir d'un concept que j'ai pêché, non pas dans l'arsenal psychologique, mais dans l'arsenal d'un chercheur américain, Francis Fukuyama, qui avait inventé en 1992 la notion de mégalothymia. Voilà, donc moi je reste sur mon concept de mégalothymia. Comme je dis, bon, mégalothymia, c'est un peu dur à dire. Qu'est-ce que c'est mégalothymia ? Alors, mégalothymia, je dirais qu'on pourrait dire que c'est un super mégalo. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que dans thymia, il y a à la fois ce qui est de l'humeur, de l'énergie. Donc, c'est quelqu'un qui déjà part de l'hypothèse qu'il est supérieur aux autres. Voilà. Et la mégalothymia, c'est le besoin de voir reconnu par les autres qu'il est supérieur en tout, sur tout sujet, donc qu'il a toujours raison, donc qu'il ne se trompe jamais, donc il est au centre. Voilà. Donc ce qui évite de se poser un problème qui me dépasse un peu, la santé mentale du président, je n'ai pas les outils pour le dire, mais on peut quand même avoir quelques traits de caractère, étant entendu, il faut répéter que tout trait psychologique n'est pas un trait pathologique. Donc quand on parle de narcissisme, par exemple, aujourd'hui on n'est plus dans la pathologie. Le narcissisme est considéré comme quelque chose même de normal. Oui, parce que tout le monde a sa petite faille. Oui, mais c'est même pas une faille, parce que le narcissisme, c'est l'amour de soi. Donc, si l'on veut aimer les autres, faut un tant soit peu s'aimer soi-même. Voilà. Donc, le narcissisme devient pathologique quand il efface complètement l'autre, le moi. Et il est vrai que c'est une tendance qu'on repère chez l'actuel président. Mais justement, malgré tout, vous avez voulu écrire sur cet aspect du président de la République, parce que j'imagine que vous avez vu quelque chose en lui de différent, qui pourrait tendre vers quelque chose de pas normal, d'anormal avec un guillemet. Alors, dans la méthode que tout scientifique se doit de suivre, il y a, je dirais, ce qui saute aux yeux. Voilà. Alors, ce qui saute aux yeux de moi, de vous, de tous les autres, c'est l'arrogance, le mépris, pour employer une formule peut-être du général de Gaulle, sûr de lui et dominateur. Bon, ça se vérifie le plus souvent. Grand parleur, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, de temps en temps, tend l'oreille, mais qui n'écoute jamais, avec des conduites infantiles. Voilà. Je prends 2 exemples. Quand sur le parvis de Notre-Dame, il accueille les chefs d'État avec une jubilation d'enfants, on a l'impression effectivement d'un enfant à qui on vient d'offrir des bonbons. Et quand il est à Mayotte et qu'il dit, alors que personne ne lui demande « Ah, le cyclone, c'est pas moi », c'est évidemment une parole qui peut interpeller sur sa connotation adulte. Je crois que là, elle manque. Voilà. Alors après, on peut monter d'un cran, ce que le sociologue peut faire. Bon, narcissisme, je crois que là,
L'amour de soi n'est pas contestable chez cet homme. Égocentrique, donc une tendance manifeste à tout rapporter à lui, donc à être au centre, donc dans une sorte de théâtralisation permanente. Tout est occasion de se mettre en scène. Autoritaire. Autoritaire, bon, l'idée de Jupiter, qu'on a beaucoup utilisée, donc décide seul. Il décide seul, donc comme j'ai dit tout à l'heure, comme il n'a jamais tort, évidemment, il ne peut pas reconnaître des culpabilités, des remords. Je prends l'exemple de la dissolution. Vos confrères des médias mainstream ont dit « Ah, là, il a fait des excuses. » Non, il n'a pas fait d'excuses. Il n'a pas dit « Je me suis trompé ». Il a dit « Vous ne m'avez pas compris ». Donc, décodons. Donc, il ne s'est pas trompé, mais il a mal expliqué ce que disent les politiques chaque fois qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Alors, un autre point, c'est l'inadaptation sociale, voire politique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne s'adapte pas aux événements, qui cherche constamment à adapter l'événement à lui. Voilà. Donc, en clair, c'est un homme qui ne prend aucune décision à caractère politique. J'ai un confrère qui disait récemment il n'a pas de culture politique. Je crois que c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas de stratégie politique, il ne raisonne pas en politique, donc la diplomatie française est aujourd'hui en berne, sauf d'avoir un cap. Mais on pourrait dire ça pour le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et l'Ukraine, etc. Bon, voilà. Donc c'est un homme qui se détermine par ses pulsions. Voilà. Alors maintenant, il y a évidemment ceux qui vont un peu plus loin, qui parlent de psychopathie. Ça a été le cas du psychiatre, italien. Italien. Lui, il parle de psychopathie. Voilà, alors il avance un certain nombre de symptômes qui, dit-il, rentrent dans cette pathologie, en ajoutant que c'est une pathologie qui peut te présenter une dangerosité. Bon, il y a aussi eu récemment un livre sur la perversion en politique où on parle de perversion narcissique. Voilà. Mais encore une fois, quand on est sociologue, quand on n'a pas été formé au décortiquage du cerveau de l'autre, on ne peut pas porter un tel constat. Donc je ne peux pas le faire. Nous allons parler de tout ça. Mais avant, je vais présenter les amis qu'il y a autour de la table. Patrick Pazin, éditeur. Salut cher Patrick. Bonsoir Mike. Je suis sûr de plein de choses à dire. La France n'a jamais été aussi grande que sous Emmanuel Macron. Je crois que j'ai tout dit là, non ? Pourquoi ? Comment ça aussi grande ? La France n'a jamais été autant respectée, autant écoutée. Donc on a vu déjà dans ce que disait Michel, on a vu ce qu'il a dit à Mayotte. La fonction présidentielle n'a plus aucune valeur. Enfin, je veux dire, il n'incarne rien d'un président. Clairement. Mais nous aurons l'occasion Alors, tu vas développer ça tout à l'heure. Merci, cher Patrick. Et notre psychologue Jean-Luc Robert. Vous aimez beaucoup vos Macron en plus. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est très bien. Moi, je suis très honoré de pouvoir être là et de pouvoir en parler. J'ai pensé tout de suite à vous, ça. Merci. J'abonde dans le sens de ce que monsieur vient de dire. Moi, j'ai mis quelques points que vous me laisserez, j'espère, développer. Pas maintenant, mais en tout cas, juste en 2 mots. Moi, il y a 2 points qui sont essentiels dans ce que vous avez dit. C'est qu'effectivement, moi, je note qu'il s'agit d'un trouble de la personnalité narcissique. J'en suis convaincu et je voudrais le démontrer. Et le deuxième point, c'est mettre en avant peut-être ce que j'ai pas assez entendu, c'est que c'est un personnage qui est dans la transgression en permanence, et je vais essayer de le démontrer. On en parlera. Et ça pose merci à vous, cher Jean-Luc. Mais malgré tout, cher Michel, avec tout ce que j'ai entendu, est-ce que M. Macron n'a pas une forme aussi de complexe d'infériorité ? Voilà, alors ça c'est une théorie que j'ai repérée notamment chez le psychiatre autrichien Alfred Adler, qui estime que la volonté de puissance cache toujours un sentiment d'infériorité. D'où peut-être un certain nombre de postures qu'adopte Emmanuel Macron pour peut-être dissimuler cette espèce d'identité fragile, peut-être ce manque de virilité, d'où le fait qu'il se met en scène de boxeur, de footballeur, alors qu'il faut savoir que c'est pas les sports qu'il a appris, parce qu'il était ski,
ski et tennis. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec des sports virils comme peuvent l'être, en tout cas dans l'imaginaire collectif, le football. Manque de virilité, c'est quand même pas rien ce que vous dites. C'est-à-dire que lui, il se dit je manque de virilité, donc je dois montrer que j'arrive à porter des gants de boxe, et je tape dans un sac. Là, il suffit de regarder les postures, hein, parce qu'encore une fois, le matériau dont on dispose, c'est d'abord un matériau très riche. Hein, parce qu'Emmanuel Macron parle beaucoup, il parle tout le temps, il parle à tout le monde, il utilise toutes les formes de langage, hein, ça va du langage emphatique quand il fait des discours de commémoration jusqu'à un langage plus vulgaire, hein, voire grossier quelquefois. Voilà. Et puis, je pense que là, le psychologue me rejoindra, il faut aussi regarder les postures, regarder le regard, hein, regarder la façon, le côté tactile du président, que d'ailleurs Brigitte Macron reconnaît elle-même comme étant une des caractéristiques de son époux. Voilà. Donc on met tout ça dans un grand saladier et ça permet d'avoir évidemment un matériau très riche sur lequel on peut s'appuyer sans avoir besoin, surtout quand on ne veut pas aller à la pêche aux grandes catégories psychologiques, sans avoir besoin de rencontrer l'intéressé. D'ailleurs, je signale au passage que ni Segatori n'a rencontré Emmanuel Macron, ni Davé et l'homme quand ils ont écrit Le traité et le néant ne l'ont rencontré non plus, ni Marc Joly quand il écrit La perversion politique, je crois qu'il ne l'a pas rencontré. Voilà, mais il y a des fois on n'a pas besoin de rencontrer pour effectivement faire au moins l'hypothèse et la démontrer d'un trouble de la personnalité. Voilà. Un trouble de la personnalité. Malgré tout, vous, c'est ce que vous concluez. Ben parce que le narcissisme paraît dans ce cas-là exacerbé. Maintenant, moi je maintiens, vous savez, j'avais fait une petite grille avec 3 colonnes. Psychorigidité, perversion narcissique et psychopathie. Bon, c'est vrai quand on regarde les caractéristiques de ces 3 pathologies, eh ben on peut retrouver certains symptômes de la perversion narcissique chez Monsieur Macron, certains symptômes de la psychopathie, certains symptômes de la psychorigidité, mais pour moi, ça ne me permet pas de conclure que cet homme est un pervers narcissique ou est un psychopathe. Et d'après vous, est-ce qu'il cache peut-être aussi un traumatisme ? On sait qu'il a rencontré son épouse à l'adolescence. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas un traumatisme ? Bon, il est évident qu'un écart d'âge d'au moins 25 ans, parce qu'on n'est même pas certain de l'âge réel de Brigitte Macron aujourd'hui, ni l'âge du jeune Emmanuel quand il l'a rencontré, donc ça va de 14 à 17 et puis pour Madame Macron, ça va je crois de 39 à un peu plus. Bon, il est évident qu'une relation avec un écart d'âge de cette importance à un âge qui est celui de la construction sexuelle, bon, ça peut être à la source d'un traumatisme qui peut à son tour être à la source d'un certain nombre de comportements à l'âge adulte, hein, parce qu'on sait bien, bon là, toute la psychologie nous l'enseigne depuis longtemps, un traumatisme à l'enfance laisse des traces indélébiles, au moins pour certains de ces traits. Voilà, mais là on est dans quelque chose, encore une fois, qui demande des expertises, qui demanderait des enquêtes. Et pourquoi des expertises ? Parce que vous pensez qu'avec ces traits de caractère, une personne ne peut pas être présidente de la République et gérer tout un pays, un grand pays surtout ? Alors, ce qui est venu au secours de M. Macron, je dirais, comme disent les enfants, il a eu beaucoup de bol. Bon, d'abord, François Hollande s'est effacé pour lui, en ayant largement contribué à l'effacer. Voilà. François Fillon est tombé dans les problèmes judiciaires que l'on sait, alors que ses perspectives de devenir président étaient quand même très très grandes. Voilà, deuxième coup de bol. Et le troisième, c'est d'avoir un système politique mégalotimiaque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a un système qui permet l'affichage permanent de Jupiter. Voilà, ce qu'ont été tous les présidents de la République, alors avec plus ou moins de subtilité, hein, c'est vrai qu'entre l'élégance d'un De Gaulle, qui savait quand même reconnaître une part à l'action gouvernementale et les premiers ministres qui ont suivi également, bon, lui, il a une concentration, donc il a un outil
qui lui permet d'exprimer sa mégalothymia, mais je pense qu'il aurait pu être tout aussi bien une star de la chanson, etc. L'important pour lui, c'est ce besoin d'être au centre. Voilà. Donc là, la Ve République, évidemment, lui permet d'être au centre. Lui permettait d'être au centre jusqu'à la dissolution, parce que cette Ve République marche bien sur le principe de la personnalisation présidentielle s'il y a le fait majoritaire. Dès qu'on est dans le cas, évidemment, de bloc tripartite, là, évidemment, on voit bien que la marge de manœuvre se réduit. Mais il reste les possibilités de théâtralisation. Voilà. C'est pourquoi, par exemple, si vous me posiez la question « peut-il démissionner ?», je vous répondrais « ça me paraît totalement improbable. » Totalement improbable. Vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas un seul instant. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sans fonction. Il a d'abord les fonctions que lui donne la Constitution, l'arbitrage, garant de l'unité nationale. Il a le domaine réservé que personne ne lui conteste, même si c'est pas d'un juridisme absolument total. Il peut aller à Mayotte quand il en a envie, aller saluer les soldats à Djibouti. Il peut aller à Bruxelles. Voilà. De quoi pourrait-il se plaindre ? Il n'a plus le pouvoir. Mais est-ce que c'est le pouvoir qui l'intéresse ? Non, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène. Donc, quelque part... C'est-à-dire que M. Macron n'est pas un réel leader, il a plutôt une psyché de quelqu'un qui peut être manipulé. Alors, moi, c'est que la mise en scène. Moi, je pense qu'il... Alors, bon, là, évidemment, il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont échafaudées. Bon, c'est vrai que dans les commentaires, sous les vidéos, je vois toutes sortes de choses. Bon, là, je suis pas un spécialiste de la géodiplomatie. Bon, tout est possible. Mais je pense que cet homme a suffisamment de mégalomanie et de narcissisme en lui pour échapper à tout contrôle. C'est-à-dire, on pourrait dire de ce qu'on dit parfois dans le milieu politique, ah ben tiens, celui-là, il est incontrôlable, donc on ne le prend pas parce qu'il est incontrôlable. Moi, je pense que quelque part, même s'il a pu peut-être être téléguidé, je pense qu'il s'est quand même probablement largement affranchi d'un certain nombre de tutelles, parce que elle l'écarte de la centralité dont il a besoin. Encore une fois, le mégalothymiaque, c'est simple. Il y a moi et les autres. Il y a moi qui a toujours raison, les autres qui ont toujours tort. Il y a moi qui suis responsable, les autres qui sont insouciants. Il y a moi qui comprends les choses et les autres qui ne comprennent pas. C'est un monde binaire. C'est un monde binaire. Voilà. Donc c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que quelque part l'autre est effacé ou au mieux chosifié, pour employer un terme barbare, c'est-à-dire, l'autre, je m'en sers, voilà, je fais un grand débat national parce que ça me sert pour, évidemment, éteindre un petit peu... Mais rien n'en sort, de toute façon. Mais rien n'en est véritablement sorti. D'ailleurs, quelqu'un me disait récemment, il y a un stock de matériaux dans les préfectures, toutes les contributions. C'est vrai que c'est un stock précieux qui serait intéressant de pouvoir analyser. Ça donnerait d'ailleurs lieu à un livre, un beau livre. Voilà, mais il faut pouvoir entrer dans les arcanes des archives, et puis ça demanderait une équipe suffisamment importante. Voilà. Donc j'ai envie de dire comme ça, à vue d'œil, il a besoin de personne. Il est heureux, il est enfermé. Il est déjà enfermé dans son psychisme, il est enfermé au Palais de l'Élysée, il est enfermé un peu sur la scène internationale, c'est-à-dire, il parle mais personne ne l'écoute. Mais justement, quand il parle et que personne ne l'écoute, lui, comment il prend ça ? Est-ce qu'il se dit non, mais de toute façon, les gens m'écoutent Ou est-ce qu'il y a une forme de déni là-dedans ? Alors là, je pense, on aura besoin du psychologue tout à l'heure, je pense à la part de l'inconscient. Il y a quand même des choses, je crois, dont il n'a pas conscience. Donc, le fait de serrer la main à Donald Trump, de mettre M. Zelensky comme troisième partenaire, il peut avoir le sentiment qu'il a réussi quelque chose diplomatiquement d'exceptionnel. Voilà. Et je crois qu'il n'a pas conscience que, évidemment, la voix de la France porte déjà très très peu. Et puis, quand on sait
avec le futur président, représident Donald Trump, quand même pas l'amour, pour ainsi dire, pour Emmanuel Macron, hein, qui considère peut-être lui-même un peu comme un gamin. Bon, c'est vrai que les États-Unis feront ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Hein, voilà. Dites-moi, alors, voilà, c'est quelqu'un qui aime visiblement le pouvoir, en tout cas c'est attribut. 2027, théoriquement, vous me dites justement qu'il ne démissionnera pas. 2027, théoriquement, c'est l'année où il devrait partir. Comment peut vivre quelqu'un qui aime autant le pouvoir et si 2027, il n'y a plus de pouvoir? À moins que peut-être qu'il prépare autre chose pour 2027. Alors, il y a encore 2 hypothèses, dont une dont les médias ne veulent pas parler, mais bon, comme je suis aussi politologue, aucune hypothèse ne doit être mise sur le tapis. Et je sais que vous allez bien y répondre. Sous le tapis, oui, voilà, parce qu'une hypothèse peut ne pas être forcément la plus crédible, mais elle peut être au moins probable. Bon, c'est le fameux article 16. Bon, le fameux article 16, dont le déclenchement est d'une simplicité, j'allais dire, enfantine. Justement, expliquez-nous, là, vraiment, expliquez-nous, parce que moi, vous savez, j'ai fait un face caméra sur l'article 16. Ouais. Et des gens m'ont dit, oui, tu racontes n'importe quoi, machin. Pour activer l'article 16, il faut qu'il y ait, genre, la 3e guerre mondiale. Mais ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, dites-nous. Alors, d'abord, cet article 16 a été mis en application une fois, par le général de Gaulle en avril 1961 pour une durée qui s'est éternisée jusqu'en septembre, parce que pour répondre par la fin, il n'y a pas de durée de maintien de cet article 16. Tant que la situation n'est pas rétablie. Alors, quelles sont les 2 conditions? Il y en a 2. Il faut qu'il y ait une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Alors maintenant, il faut évidemment donner une interprétation, chacun peut avoir la sienne. Et il peut y avoir un péril international, un péril extérieur gravissime. Voilà. Alors par exemple, évidemment, si nous étions beaucoup plus embarqués dans le conflit en Ukraine, alors imaginons que nous envoyons des soldats quasiment sur le front comme le font les Coréens. Bon, là, il y aurait évidemment un argument pour dire évidemment, Vladimir Poutine n'est pas content, donc il nous déclare ou il fait semblant de nous déclarer la guerre. Donc, là, voilà, il y a une occasion de saisine de l'article 16. Maintenant, si la situation politique devient à ce point compliquée qu'on ne peut pas évidemment répéter déjà les dissolutions, qu'on ne peut pas nommer un Premier ministre tous les 15 jours, il peut y avoir une situation de blocage. Alors, c'est très facile à mettre en œuvre. Il suffit de décrocher même son téléphone, d'appeler le président du Conseil constitutionnel, les présidents des 2 assemblées, le Premier ministre. Voilà, ils sont informés et on appuie sur le bouton. Voilà, le général de Gaulle en 61, on oublie, aucune des 2 conditions n'était réunie. Il n'y avait pas interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et il n'y avait pas péril international puisque l'Algérie étant française, c'était évidemment un territoire qui était sous le coup, à la limite on peut parler de guerre civile, on a parlé d'une opération de maintien de l'ordre pour ne pas parler de guerre. Donc voilà, c'était pas, les conditions n'étaient pas réunies. Alors, évidemment, constitutionnellement possible, démocratiquement très compliqué quand même. Parce que ça veut dire que là, on s'empare des pouvoirs spéciaux. Cette 5e République qui en soi est ce que j'appelle une dictature constitutionnelle. Pour ça que la question de savoir est-ce que M. Macron a envie de devenir dictateur. Mais non, la Constitution lui donne cette possibilité déjà de l'être. Voilà. Alors, démocratiquement, il faut oser. Voilà. Donc il faut oser. Osera-t-il? Mais cher Michel, on a eu 3 ans de crise sanitaire. Ils ont tout osé et tout fait. Bon, démocratiquement, par exemple, dans le plus loin possible, c'est-à-dire suspendre les soignants en leur enlevant tout type de droits. Et je n'ai pas vu une masse de millions de Français défendre nos soignants. Donc, alors, là, c'est une autre question. C'est effectivement une situation de résignation, de fatalisme. La situation est grave, mais je crois qu'elle ne l'est pas encore suffisamment
pour donner envie aux gens de sortir dans la rue. Je dis toujours, quand on n'a rien dans son assiette, on ne pense pas à sortir les fourches, parce qu'on a d'autres choses à faire, et surtout quand on a des gosses à élever, pour employer une expression triviale. Donc, la capacité d'indignation, comme disait Stéphane Hessel il y a quelques années, bon, elle existe, les gens sont indignés quand on les interroge. Voilà. Alors maintenant, ils peuvent avoir la tentation de la résistance, ce que font quand même un certain nombre de Français. Maintenant, la révolte, moi qui ai suivi le mouvement des Gilets jaunes pendant 3 ans, j'ai bien vu qu'à un moment donné, on ne pouvait pas passer à l'état supérieur, qui aurait été de prendre l'Élysée pour être dans une situation révolutionnaire. Ça a failli se faire le premier jour. Moi, j'ai été ce premier jour avec les Gilets jaunes, place Beauvau. On était face à l'Élysée, mais je pense qu'il n'y a pas eu la conscience populaire à ce moment-là d'aller plus loin encore. Oui, parce qu'il y a un rapport à la violence qui a été quand même, j'allais dire, au fil du temps et des décennies et des siècles, un peu anesthésié. C'est-à-dire que la violence, c'est pas quelque chose qui plaît aux Français, le désordre. D'ailleurs, c'est peut-être le fait d'être attaché à l'ordre public que l'extrémisme a du mal à se frayer un chemin. C'est-à-dire se frayer, il se ferait un chemin, mais la généralisation, le débordement, que ce soit à gauche ou à droite, est quand même compliqué par cette attitude, oui, qu'on pourrait appeler de frilosité. Vous savez, quand on annonce aux Français qu'on va leur augmenter le paquet de tabac de 1 euro, vous entendez... on va subir, quoi. On va subir. Ouais, donc il y a une sorte de fatalité. Voilà. Mais encore une fois, l'esprit de révolte se décrète pas en appuyant sur un bouton. Mais ce qui est certain, c'est que pour revenir à cet article 16, il peut être déclenché si, par exemple, M. Bayrou se voit censuré, quoi. Et je veux dire, personne. Enfin, au niveau institutionnel, on ne peut rien dire. Je pense encore une fois qu'à partir du moment où il n'y a pas un contrôle a priori et une autorisation à demander, c'est un article qui n'est pas difficile à déclencher. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre hypothèse. Alors là, elle est un peu plus sournoise, mais enfin, il faut quand même la mentionner. À partir d'ailleurs d'une déclaration, parce qu'on peut échafauder des débats, d'une déclaration. Un jour, M. Macron a dit avoir limité les mandats présidentiels à 2, c'est une belle connerie. Voilà. Donc ça ne lui plaît pas d'avoir à imaginer, à quitter le pouvoir. Donc, effectivement, il y a déjà des gens qui disent « mais est-ce qu'une réforme ne serait pas envisageable avant la cessation de fonction ou une mise en application de l'article 16 quelques mois avant l'échéance de 2027 pour pouvoir faire l'impasse sur l'élection présidentielle, comme a fait d'ailleurs un certain Zelensky. On oublie quand même que, effectivement, il y a eu l'oubli de la présidentielle. Voilà, donc il y a toutes sortes de scénarios. Alors maintenant, quand on est un mégalotimiaque, donc quand on a besoin d'être au centre, la situation actuelle de l'exécutif ne peut pas lui plaire. Voilà. Donc on peut penser que secrètement ou pas, il attend la chute du gouvernement Bayrou. Voilà. Donc, il ne souhaite pas la réussite. Ça, ce ne serait pas très mégalotimiaque. Voilà. L'échec, pourquoi ? Pour reprendre la main, voilà, et se donner l'impression à nouveau d'avoir un rôle à jouer en renommant, puisque c'est évidemment un droit souverain. Voilà, encore peut-être quelque chose qu'il faudrait revoir. Enfin, il y a beaucoup d'articles qu'il faudrait revoir. La dissolution, la nomination, l'article 16, dont beaucoup avaient demandé la suppression. À droite comme à gauche d'ailleurs, à une certaine époque, de Mitterrand, je crois. Ça n'a jamais fait d'ailleurs. Voilà. Mais ça n'a jamais été fait. Voilà, donc ce qui est très grave, c'est qu'on entre dans une période aussi d'instabilité mentale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui nous pend au nez, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est relativement imprévisible. Mais n'imaginons pas qu'il est complètement heureux, enfermé dans son palais, et que quelque part il ne trépigne pas en voyant que c'est M. Bayrou, comme je l'ai vu tout à l'heure, qui fait un grand discours, voilà, avec un programme qui m'a beaucoup impressionné, parce que c'était pas dans la nature de François Bayrou de l'attendre sur quelque chose d'aussi actif. C'est pas la trace politique qu'il a laissée jusqu'à présent. Voilà, donc je crois que tous les scénarios sont ouverts. Merci à vous, cher Michel Fize.
on va passer à la grande discussion avec nos amis autour de la table. On va parler psychologie et aussi peut-être politique. Mais avant ça, les annonces. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.